sophistication totale, donc je vais donner quelques grands traits. Mais disons que, encore une fois, à l'intérieur d'une connaissance, à l'intérieur d'une existence, il y a différents moments, il y a des étapes. Dans la connaissance sorawardienne, plus vous avancez de façon qualitative vers une connaissance, plus, d'une certaine façon, cette connaissance se visualise. Il se passe des moments de vision, et notamment une cristallisation possible par la figure de l'ange. Bon. Et donc, plus vous pénétrez, plus vous traversez à la fois les voiles de ténèbres et de lumière, et plus votre connaissance va se cristalliser de telle façon ou de telle façon. La question de l'exil occidental, c'est précisément la différence aussi de ce que faisait Corbin entre le vagabondage et l'errance. C'était cette idée effectivement que on avait une errance qui était plutôt une désorientation. Bon. Donc on entend le terme d'Orient lorsque je dis cela, et qui était plutôt effectivement cette question d'aller vers un exil occidental, mais encore une fois ne l'entendez pas de façon, parce que si on l'entend de façon totalement géographique et topographique, c'est fini. Mais il y a à l'intérieur de chacun de nous quelque chose qui peut descendre d'une certaine manière, qui peut s'exiler comme une âme s'exile de son territoire originel, qui est un territoire plutôt de lumière, et une âme peut aller comme ça s'enténébrer à cause de différentes choses, et puis tout son travail, ça va être de faire advenir, d'avoir lieu, disait Corbin, de faire advenir une âme qui est au contraire celle d'un éveil. Et cet éveil, il se croise bien évidemment avec quantité d'interrogations philosophiques. Alors j'ai parlé de topographie, je pense à l'étymologie du mot. Donc vous parlez, des topoi, des lieux, des espaces. Et donc, vous appelez à rouvrir, à trouver, à réactualiser un espace renaissant de rencontres, de dialogues, et à commencer par, pas nécessairement déconstruire, mais en tout cas revenir sur l'idée du choc des civilisations qui a fait couler beaucoup d'encre. Un mot peut-être sur l'orientalisme. D'aucuns distinguent un orientalisme savant, mais peut-être qu'il faut cesser de discourir sur l'Orient comme on le fait. Et d'autres, un orientalisme, disent qu'il y a un orientalisme mis au service de l'œuvre coloniale. Alors, qu'est-ce que vous préconisez dans tout ce magma ou dans ce fatras idéal et intellectuel? Déjà, je préconise la lecture, la découverte des textes. C'est-à-dire que la querelle est une grande chose. La controverse, la disputatio, d'abord c'est une des grandes valeurs de la Renaissance. Quand Pic de la Mirandole organise son grand raout des 900 controverses, c'est pas nous qui allons lui donner, si vous voulez, des leçons de disputatio. Donc... Cynthia Fleury, pardon, à ce sujet-là, d'aucuns trouvent aussi une filiation entre la controverse de la Maison de la Sagesse de Bagdad, la disputatio des Renaissants, et la soutenance de thèse maintenant pour obtenir son grade de docteur de l'université. Mais moi, quand j'ai voulu, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'école de Bagdad, j'ai voulu l'inscrire dans cet héritage renaissant, parce qu'encore une fois, cet héritage renaissant n'est pas occidentalisé pour moi. Vous savez, il y a un travail qui est jugé trop léger, et il l'est, c'est trop léger en matière d'historiographie, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un historien, mais c'est pour ça qu'il a cette audace d'inviter sans doute les historiens à faire ce travail. C'est un tout petit livre qui s'appelle La démocratie des autres d'Amartya Sen, et enfin qui est d'ailleurs pas un livre, qui est une série de Tanner Lectures. Il y en a 2, 3, enfin bon bref. Et qu'est-ce que dit Amartya Sen? Il dit, mon Dieu, il faut désoccidentaliser ce concept que l'on appelle le pouvoir du peuple, c'est-à-dire la démocratie, parce que tant qu'on va ethniciser ce concept, on va passer à côté de la révolution mentale, de la révolution libératrice qu'est la souveraineté du peuple. Et donc, il y a toujours un endogène, mais il y a aussi quelque chose qui est absolument commun. Moi, j'ai voulu faire la même chose d'une certaine manière, avec l'humanisme, c'est-à-dire une histoire totalement profane, totalement réellement universelle de qu'est-ce que c'est l'humanisme, et résultat, dans les ferments d'une culture prophétique
il y a un humanisme. Moi, j'ai vu dans la philosophie prophétique de Sohrawardi, bien évidemment, les ferments d'un humanisme absolument déterminant. Et donc, déjà, lire. Déjà lire, parce que dans même les textes de l'orientalisme colonisant, ou en tout cas, parce que de fait, il y a des textes qui sont une fabrique totale de qu'est-ce qui serait le bon Orient, ou d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on permet à l'Orient. On permet à l'Orient un certain type d'inspiration, etc. C'est-à-dire on lui délimite un territoire, et bien évidemment, il est sous tutelle. Alors, il est sous la tutelle d'un beau, d'une esthétique, etc. Mais enfin, il est sous tutelle. Donc, il y a une évidence par rapport à ça. En revanche, voilà, même de reprendre les textes. Moi, j'ai trouvé la querelle qui a commencé à partir de 93 entre Huntington et puis 96 plus spécifiquement, et Edouard Saïd et puis d'autres, avec plus tard Harkoun qui est revenu bien évidemment nous expliquer ces différentes thèses de continuum entre bien évidemment l'Orient et l'Occident, ou c'était une formule de Jocelyne Césari qui était une très belle formule de coalescence des cultures. Tout cela, moi, m'apprend tout simplement à réfléchir à comment aujourd'hui nous trouvons la dialectique la plus efficace et en même temps la plus qualitative entre l'universalité et la diversité. C'est-à-dire que, de fait, je suis un fervent défenseur de la notion d'universel, et je suis en même temps un fervent défenseur de la possibilité de déconstruire les universels de surplomb et les universels de domination. Oui, le fameux universel qui est sous-tendu par une puissance. Exactement. Économique, politique, militaire, dans certains cas. Et qui s'appelle l'hégémonisme culturel, et qui n'est pas spécifiquement l'hégémonisme culturel, n'est pas l'universel. C'est le majoritaire d'un moment, c'est une puissance, comme vous l'avez dit, d'un moment, mais ce qui fait l'universel, c'est en fait cet esprit de la Renaissance, qui est un esprit de déconstruction. Et cet esprit de déconstruction, il est bien évidemment dans toutes les cultures. Et au contraire, de voir les passages, les endroits par lesquels passe cet esprit, moi en tout cas, voilà. Donc si vous voulez, je pense d'abord qu'il faut lire, qu'il faut attraper les différents livres et qu'il faut essayer. C'est pour ça qu'on avait choisi ce titre, dialoguer avec l'Orient, qui n'était pas le titre initial. Le titre initial, c'était l'Orient de la Renaissance, mais qui est d'ailleurs l'un des titres d'une partie. Mais dialoguer avec l'Orient pour un côté dynamique, pour un côté d'instant, de maintenant, de présent, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'attraper un héritage, c'est immédiatement de créer une filiation avec lui par le dialogue. Alors, quand vous avez évoqué Victor Hugo et son patrimoine universel des intelligences, ça a fait écho pour moi dans cette citation d'Héraclite quand il disait que les hommes éveillés habitent le même monde. Donc, du coup, encore une fois, il n'y a pas à être assigné à résidence ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est ça, à la fois l'esprit renaissant, et c'est cette quête solidaire du sens de l'avenir pour un humanisme qui assume les héritages des peuples et la contribution des uns et des autres au corpus du savoir universel. C'est exactement ça. Et c'est vrai que j'ai un rêve absolument simple, si vous voulez, c'est que dans des classes qui sont les nôtres, à savoir, je ne sais plus quand est-ce qu'on commence à enseigner Hugo, mais peut-être en 4e, peut-être en 3e, je ne sais pas, mais que tout d'un coup on se saisisse d'autres auteurs, d'autres territoires de la même façon, avec la même déférence, avec la même envie de découvrir, mais tiens, qu'est-ce que c'est Rousbéane ? Qu'est-ce que c'est l'ennuagement ? Exactement. Bon, mais voilà, mais parce que tout simplement, c'est l'éveil. C'est ça l'Orient. C'est véritablement la définition de Corbin. Et c'est vrai qu'en plus, moi, à la différence de Corbin, parce que je pense que Corbin avait la foi, moi, je n'ai même pas la foi. Donc, vous voyez à quel point cette chose est immense, parce que je navigue, mais sans aucun souci. Souvent, j'ai dit, je ne crois pas en Dieu, je pense avec.
Dieu. J'ai pas de souci. C'est c'est un partenaire absolument essentiel dans la question de la réflexion. Mais de fait, voilà, de la même façon que je peux tout à fait entendre ceux qui y croient, puisque je n'y crois pas. C'est quasiment un même geste. Et pourtant, voilà, dans ce travail-là, alors que vraiment, je vous jure,